Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour aux auditrices et auditeurs de Radio Anthropocène. Vous écoutez Terreau commun, une émission radiophonique animée par Archipel, Maison de l'Architecture, qui donne la parole aux actrices et acteurs qui œuvrent pour la transition et l'adaptation de la métropole de Lyon aux enjeux écologiques, climatiques et sociaux de demain. Terreau commun, un espace de ressources, une bibliothèque de voix, un creuset de projets en cours d'expérimentation ou réalisés qui vont dans le sens du mieux et du moins. Deux actualités font écho au projet de reconversion d'un édifice situé au cœur du quartier emblématique de l'Autre-Soie à Villeurbanne, réalisé par l'agence Hamas. D'un côté, une exposition, le temps long du projet, présentée à Archipel depuis le 21 mars et jusqu'au 26 mai 2024. Et de l'autre, la sortie du livre « L'art d'accommoder les restes », publié aux éditions 205. Ce projet concerne la transformation de l'ancien foyer de jeunes travailleuses Jeanne d'Arc, pour lequel nous recevons aujourd'hui deux invités. Bonjour Laurie Gangarosa, bonjour Eric David, et merci d'avoir répondu présent pour le 4e épisode de l'émission radiophonique Terreau commun. Merci pour votre invitation. Bonjour, ravi également de participer à votre émission. Laurie Gangarosa, vous êtes architecte, chercheuse et maîtresse de conférences à l'École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand. Vous êtes également co-auteur avec Eric et Stéphanie David de l'ouvrage « L'art d'accommoder les restes ». Eric David, vous êtes architecte, cofondateur en 2015 avec Stéphanie David de l'agence d'architecture Hamas, basée à Saint-Étienne. Alors, la force du projet de transformation de ce foyer, qualifié de haut mille-vie, que vous avez réalisé, Eric David, c'est que la maîtrise d'ouvrage a imposé dans son cahier des charges une démarche de réemploi. Et vous avez alors considéré le bâtiment existant comme une ressource propre, et votre parti pris s'est également fondé sur l'usage de gisements extérieurs au bâtiment, au gré des opportunités, en matériaux disponibles, et peut-être pas toujours prêts à l'emploi. Cela signifie-t-il que vous vous êtes libéré, en quelque sorte, des enjeux esthétiques inhérents à l'architecture ? Je ne dirais pas que nous nous sommes libérés des enjeux esthétiques, mais plutôt que travailler avec ce bâtiment et avec le réemploi nous a obligés à renégocier finalement les enjeux esthétiques propres à l'architecture. Généralement, l'architecte apprécie d'être en maîtrise de la totalité des choix, garant finalement de la cohérence du projet. Et finalement, avec la question du réemploi, on hérite d'un certain nombre de matériaux, de ressources, des luminaires, des revêtements de sol, un certain nombre d'éléments qui constituent finalement le bâtiment que l'on n'a pas choisi. Et donc à ce titre, il faut apprendre à négocier avec ceci, faire preuve peut-être un peu de souplesse, une certaine manière d'adaptabilité aussi, puisqu'il y a un certain nombre d'éléments qui apparaissent en cours de chantier. Tous les matériaux de réemploi ne sont pas identifiés au démarrage du chantier. Et donc forcément, ça re-questionne le rapport de l'architecture à la beauté, on va dire ça comme ça, et d'une certaine manière bouscule aussi nos manières de faire. Donc en ce sens, il n'y a pas nécessairement une sorte de lâcher-prise ou de renoncement à la question esthétique, mais plutôt une manière de la considérer différemment et de faire avec, comme on fait avec le bâtiment existant, on fait aussi avec les matériaux dont on hérite. Alors Eric David, comment cette expérience du projet que l'on peut qualifier de frugale a finalement bousculé, vous l'évoquiez, vos méthodes de conception, de construction, de choix, d'arbitrage ? Quelles situations nouvelles avez-vous pu rencontrer au cours de l'élaboration de ce projet ? Quelles adaptations, même bifurcations peut-être, ont été nécessaires de la part des différents acteurs, de votre maître d'ouvrage en premier lieu, des entreprises, peut-être même des usagers ? Alors, c'est vrai que la transformation d'un bâtiment existant est toujours une aventure, puisque même si on en connaît les grands principes de structure, d'organisation spatiale, il y a toujours une découverte au moment de la purge du bâtiment. Et ce qu'on pensait être peut-être des murs extrêmement solides s'avère parfois une sorte de château de sable qu'il faut réparer et qu'on n'a pas forcément anticipé. Mais pour revenir à la question du réemploi, je dirais que la plus grande difficulté, c'est peut-être pour l'entreprise, puisque en l'occurrence, elle doit apprendre à déconstruire avec soin là où elle a l'habitude de démolir, elle doit apprendre à stocker plutôt que d'amener en déchetterie, et elle doit apprendre à remettre en œuvre des matériaux qui, a priori, ne sont pas des matériaux neufs. Donc, ça induit finalement à la fois des coûts, bien évidemment, du temps supplémentaire, qui sont parfois difficiles à anticiper.
Et je peux donner juste un exemple. Dans le cadre de ce projet, nous avons récupéré 4000 m² de planchers en chêne massif issus de la démolition d'un bâtiment à Croix-Luisac qui appartenait à la même maîtrise d'ouvrage. Et la remise en état finalement de ce parquet qui aurait dû peut-être être raboté et poncé pour arriver à un état esthétique peut-être satisfaisant proche du neuf, amenait à un coût bien trop important. Donc la maîtrise d'ouvrage, comme l'architecte, mais aussi l'entreprise, ont accepté de reposer le parquet en l'état, avec finalement un aspect vieilli, avec des décolorations, avec des traces d'usure, et aussi une irrégularité, on va dire, du produit, puisque l'épaisseur des lames de parquet était variable, donc ce qui a nécessité une adaptation, des calages très importants pour l'entreprise. Et tout ça, finalement, c'est difficilement anticipable. Et ça induit forcément des adaptations et aussi peut-être une sorte de formation à venir pour les entreprises si elles souhaitent développer à nouveau ce type de mise en œuvre. Et pour répondre à votre question sur les usagers, je pense qu'il n'y a pas nécessairement une sorte d'adaptation, mais plutôt envisager que le bâtiment dont on leur lègue finalement l'usage est peut-être plus facilement appropriable, en ce sens où les matériaux ont déjà vécu quelque part, ils ont déjà eu une première vie, et c'est un peu comme si l'appropriation des lieux en était facilitée. En tout cas, c'est l'interprétation que j'en fais, je ne sais pas si c'est réellement la réalité, mais je me dis que c'est peut-être plus facile d'appréhender, de s'approprier un édifice dont une partie des matériaux ont été l'œuvre du réemploi. Alors, comme toute expérience qui marque un nécessaire engagement, il est possible d'en relater ce qu'on pourrait appeler le modus operandi, d'en analyser les ressorts. Et le résultat prime souvent sur le récit du projet lui-même. Mais Laurie Gangarosa, vous avez justement cherché à en retirer une histoire dans l'ouvrage « L'art d'accommoder les restes ». Comment faire le récit d'un tel projet ? Oui, effectivement, à l'origine de cet ouvrage, l'idée qui nous a réunis, c'était de ne pas nous contenter de faire une énième notice descriptive de ce projet, ni même une monographie d'un projet ou d'une agence d'architecture. Ce qui comptait pour nous, c'était l'idée de raconter une toute autre histoire et en ce sens de prendre soin du choix de sa forme littéraire. Aussi, l'art d'accommoder les restes est donc une fiction, un récit d'enquête avec 3 scènes qui sont reliées par des personnages et une intrigue. Cette fiction, elle se veut polyphonique et c'était la méthode qui a été aussi employée sur toute la recherche préalable, dans l'idée que ce récit est venu réemployer des sources hétérogènes, que ce soit des entretiens menés avec la maîtrise d'ouvrage notamment, des documents d'archives puisés au cœur du RISE, des références culturelles qui sont parfois situées, parfois qui dépassent complètement l'autre soi, qui sont des sortes de pièces rapportées. Et donc ce récit se déplace entre 3 projets de l'agence Hamas, 2 projets qui ont été donc menés à Villeurbanne, dans un voisinage assez proche, donc l'autre soi dont il était question, et le CHRS de Villeurbanne, et un dernier projet qui est un petit peu plus loin dans la métropole lyonnaise, à Vèze, qui est un projet de colocation étudiante. Donc 3 projets qui mobilisent aussi des conditions d'habiter qui sont autres que celles qu'on a l'habitude de voir. Et autrement, ce qui concerne ce récit, le choix a été fait de le penser comme un diptyque, donc en clin d'œil aussi à un écrivain, Georges Perec, puisque finalement il se compose de 2 parties. La première qui s'intitule « La disparition » et l'autre « Les revenantes », donc reprenant 2 titres éponymes de cet écrivain. Dans la première partie, on brasse finalement tout ce que l'on est prêt à perdre au sein de chacun de ces projets de transformation, avec aussi une perte qui est celle du mot réemploi, qui est un peu l'étendard de chacun de ces projets, mais qu'on essaye un peu de contourner, pour le reconvoquer dans une deuxième partie, où on voit comment l'écriture architecturale contemporaine fait revenir toutes ces formes au sein de chacun de ces existants. Et donc, on parlait tout à l'heure avec Éric d'appropriation, c'était aussi l'idée que passer par la fiction permettait, au-delà de parler de réemploi dans le mot valise qu'on lui connaît, plutôt de convoquer son imaginaire et de renégocier plusieurs appropriations autour de ce mot par rapport à la mémoire de chacun des lieux auxquels habitants, maîtrises d'ouvrage et architectes étaient attachés. Alors, Éric David, le réemploi n'est certes pas une nouveauté dans l'histoire de l'architecture, et cette culture constructive lui est même intrinsèquement liée, on pourrait dire.
Pourtant, avez-vous le sentiment que des techniques adaptées sont vraiment au rendez-vous, que les solutions sont particulièrement faciles à mettre en œuvre? Sans dresser un état des lieux de la filière, pensez-vous que l'écosystème est efficient et opérant véritablement? Est-ce qu'il y aurait des contraintes à lever aujourd'hui, techniques, normatives, peut-être même culturelles? Alors, comme vous l'indiquez, le réemploi a toujours été à l'œuvre dans l'histoire de l'architecture, depuis l'Antiquité finalement et les spoliaires romaines. C'est avec la modernité et l'industrialisation des systèmes de construction que l'on a perdu finalement ce rapport que l'on retrouve aujourd'hui pour des raisons environnementales évidentes. Et alors, c'est sûr que le monde de la construction, c'est un monde qui est conservateur, normatif, réglementaire, et qui, de fait, est aussi le fruit de lobbying industriel. Donc, vouloir réintroduire dans la construction des principes, finalement, qui vont un peu à l'encontre de ces aspects normatifs pose tout un tas de questions assurantielles, mais aussi techniques. Donc ça veut dire qu'il faut faire évoluer les mentalités. Ça veut dire que les bureaux de contrôle, les architectes, les maîtrises d'ouvrage et le cadre réglementaire lié au CSTB, donc qui donne les avis techniques, qui permet d'utiliser et de mettre en œuvre des matériaux, doit bien évidemment évoluer. Donc je pense que la multiplication des opérations qui œuvrent au réemploi aideront certainement à cela. Évidemment, il y a aussi des filières qui se mettent en place, c'est-à-dire qu'apprendre à déposer, déconstruire de manière précise, remettre à nouveau, reconditionner et stocker les matériaux, c'est la condition un peu sine qua non pour que des projets puissent en effet trouver des gisements facilement, puissent pouvoir mettre en œuvre finalement le réemploi de manière aussi simple que si on achetait des matériaux neufs. Reste de toute façon quand même à faire évoluer, je pense, un peu les mentalités, parce qu'on voit bien malgré tout les freins qui existent. Là aussi, sans vouloir dresser une liste d'exemples, mais nous avions souhaité remettre en œuvre des luminaires qui avaient été posés dans les années 80 dans le bâtiment. Le bureau d'études avait retrouvé les fiches techniques, avait pu faire l'étude d'éclairement. Et en fait, c'est l'assurance de l'entreprise qui a refusé, craignant qu'il y ait un risque de court-circuit et éventuellement d'incendie. Donc voilà, on voit aussi malgré tout qu'il y a encore des évolutions à faire, mais il faut rester, je pense, très optimiste. Alors Laurie Gangarossas, on le constate dans les propos d'Éric David, il y aurait dans cet art d'accommoder les restes une voie opérante pour faire projet aujourd'hui, tel qu'il l'a décrit. Que pouvez-vous nous dire de cette façon de faire, puisqu'il s'agit peut-être de faire autrement ou bien de refaire différemment? Oui, peut-être que l'idée de refaire est intéressante dans le cas de l'agence Hamas, puisque les enjeux du projet de transformation se sont filés entre les 3 projets qu'on a cités successivement. À chaque fois, finalement, il a fallu refaire des deuils et réimaginer comment les formes de l'architecture résultantes en gardaient néanmoins mémoire, et ce, quelle que soit la valeur culturelle attachée à ces existants. Que l'on ait comme reste finalement une église désacralisée, une usine en chède ou bien un foyer de jeunes filles. L'idée de refaire convoque donc aussi une culture de la déconstruction en architecture et non plus uniquement de la construction. Le réemploi, qui est souvent réduit à une question de matériaux et de filières, est ici amené aussi à être pensé comme le fait que faire autrement, c'est aussi et surtout peut-être pour des architectes une question de mise en œuvre, d'assemblage et de reformation. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces 3 projets de l'agence Hamas, on voit que le faire autrement amène aussi à tester la réceptivité des usagers vis-à-vis de ces formes nouvelles qui reviennent, puisque parfois on peut se demander si on est face à de la réinterprétation, du mimétisme, du pastiche, que tout ça finalement n'est jamais univoque, et qu'on peut tromper son monde justement en jouant entre tous ces registres. Ça appelle du coup à une nouvelle attention qu'on porte aux choses, faire croire que ce qui est vrai est faux ou vice-versa. Il y a un exemple peut-être assez marquant et assez visible dans le bâtiment de l'Autre-Soi, qui est la rotonde démolie lors du projet et qui revient sous la forme d'une serre à l'écriture quasiment agricole, introduisant une idée de tiers-climat, donc qui amène aussi à faire autrement au vu des attendus de confort contemporains et au vu aussi des enjeux environnementaux qu'on connaît aujourd'hui. Alors, nous comprenons que le réemploi interpelle nos schémas de pensée esthétiques, on l'a vu, méthodologiques, techniques, mais cette culture constructive est aussi et surtout peut-être une solution face aux défis écologiques.
Éric David, pouvez-vous nous préciser quelles sont, de votre point de vue, les vertus écologiques du réemploi? Alors, en termes de ressources, certainement, de procédés constructifs, peut-être aussi d'autres éléments. Et n'y aurait-il pas également une vertu sociale dans sa mise en œuvre? Alors, nous le savons, la logique extractiviste qui a conduit à la raréfaction des ressources est avérée de toute façon. Et il y a aussi un enjeu à limiter les déchets, puisque le BTP est le premier producteur de déchets au monde. Donc on peut difficilement se glorifier d'être lauréat de cette dégradation finalement de notre environnement. Donc faire avec ce qui existe, le transformer, le réparer, c'est déjà un premier acte qui amène à considérer ce qui est déjà là comme une ressource possible. Et donc du coup, vertueuse finalement d'un point de vue de l'environnement et des ressources qu'on mobilise pour construire et faire de nouveaux bâtiments. C'est évidemment aussi une manière de limiter les déchets. Puisque finalement, et la consommation énergétique liée finalement à la fabrication de nouveaux matériaux à mettre en œuvre. Par ailleurs, je pense que le point qui me semble très important, c'est que au final, en mobilisant des ressources propres à l'édifice ou sur d'autres gisements, ce que l'on rémunère, c'est le travail et c'est de l'humain. Et là aussi, du coup, ça devient une vertu sociale qui repositionne finalement différemment les enjeux de la construction, qui associe à la fois logique d'économie des ressources et vertu sociale à rémunérer un travail plutôt que du marketing ou de la communication et des plaquettes ou que sais-je, quoi. Donc à ce titre, je pense qu'en effet, le réemploi et la transformation des bâtiments existants est un enjeu majeur du XXIe siècle, puisque durant le XXe siècle, on n'a jamais autant construit d'édifices que durant tout le reste de l'humanité. Donc on voit bien aussi qu'on arrive à une sorte de limite dont il faut apprendre et tirer leçon. Et alors, est-ce que, nous n'avons même pas cité le maître d'ouvrage, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un retour aussi de ce maître d'ouvrage sur cette expérience qui, pour lui, en était aussi certainement une, et peut-être même aussi des usagers qui ont déjà investi ce bâtiment? Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'Est Métropole Habitat, qui est le maître d'ouvrage sur cette opération, qui a construit finalement le bâtiment pour plusieurs occupants, puisque c'est à la fois un centre culturel et social donc animé par le CCO La Rayonne dans le rez-de-chaussée, une résidence étudiante portée par Est Métropole Habitat et Alinéa qui a une pension de famille au dernier étage. Et puis aussi une maison des services publics en rez-de-chaussée, donc pour la ville de Villeurbanne. Alors, je pense que la maîtrise d'ouvrage, elle était très ambitieuse parce qu'à la fois, c'est un programme qui est, on va dire, pluriprogrammatique et ambitieuse dans sa démarche d'essayer de valoriser et de faire la démonstration que la mise en œuvre de matériaux de réemploi est possible à des coûts finalement qui seraient à peu près iso-coûts par rapport à une construction neuve. Mais comme je l'ai évoqué précédemment, ça engage malgré tout non pas des renoncements, mais l'acceptation d'un certain nombre de choses. Le cas du parquet en est, je dirais, révélateur, c'est-à-dire il a fallu, à la maîtrise d'ouvrage, accepter de reposer un parquet qui donnait la sensation d'être un parquet usé. Et quelque part, on peut se dire que bon nombre de maîtrises d'ouvrage seraient peut-être un peu réticentes à cette idée-là, de ne pas livrer un bâtiment parfaitement neuf, avec des matériaux parfaitement calibrés, usinés, industriels, qui peut être rassurant sur la pérennité. Mais le parquet en question avait déjà plus de 60 ans et on espère bien qu'il en fera 40 ans de plus, quoi. Laurie, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur cette expérience ? Oui, peut-être dans le rapport avec la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre, la temporalité qui s'est jouée sur le temps long de l'écriture de cet ouvrage, l'art d'accommoder les restes, puisque finalement ce qui était assez inédit, c'est que 2 projets avaient été livrés des années en amont et que le dernier, l'autre soi, était lui en cours de chantier. Donc c'était aussi intéressant de garder un lien par cette fiction entre tous ces acteurs, en revenant vers eux, en redemandant témoignages et en étant face aussi au lot d'incertitudes du chantier qui changeait à chaque fois la matière première de ce texte finalement qui évoluait aussi au rythme de ces incertitudes-là. Très bien, merci beaucoup. Nous arrivons donc au terme de notre émission et nous vous remercions, Laurie Gangarossa et Éric David, pour cet échange en duo, densément riche de valeurs et d'engagement. Et nous vous donnons rendez-vous donc le 15 mai 2024 pour une prochaine émission de Terreau commun. Et toutes nos émissions sont en direct et à retrouver en podcast sur radio-anthropocène.fr. Merci. Merci.
Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.